Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons attaquer maintenant l'étude des naines blanches. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les naines blanches? Comment est-ce qu'elles se forment? Alors, les naines blanches, ce sont des étoiles particulières. Leur nom dit comment elles sont petites, elles sont blanches. Alors, pour parler des naines blanches, il faut parler un peu de l'évolution des étoiles. Une étoile, comme le Soleil, est composée en grosse majorité d'hydrogène, et au centre de l'étoile, la température et la pression sont telles que l'on a des réactions thermonucléaires où l'hydrogène est transformé en hélium. L'énergie ainsi dégagée augmente la pression au cœur de l'étoile, et celle-ci est en équilibre sous l'influence de la pression qui tend à la dilater et de la gravitation qui tend à la contracter. Une étoile de la taille du Soleil a ainsi une durée de vie dans cette phase-là qui est de l'ordre de 10 milliards d'années. Ensuite, arrive un stade où l'étoile a brûlé, a consommé tout son hydrogène, du moins dans le cœur de l'étoile. L'extérieur étant formé essentiellement encore d'hydrogène, mais le cœur ne contient plus que de l'hélium. Arrivé à ce stade, les réactions thermonucléaires diminuent, et donc l'étoile se contracte sous le fait de la gravitation. Cela augmente la pression et la température au cœur de l'étoile et enclenche un nouveau cycle de réaction thermonucléaire où l'hélium est transformé en atomes plus lourds par réaction thermonucléaire avec fabrication d'azote, d'oxygène, de carbone, etc. Cette phase s'appelle la phase de combustion en couche, parce que dans le centre, l'hélium est transformé en atomes plus lourds, alors que juste autour de ce cœur, où la température est un peu plus faible, mais où on trouve encore de l'hydrogène frais, on a des réactions classiques de transformation d'hydrogène en hélium. Notons que l'énergie dégagée par la réaction thermonucléaire de formation de l'hélium est plus faible, et donc, pour garder cet équilibre de la masse de l'étoile, la température est très élevée et la consommation d'hélium est beaucoup plus rapide que la consommation de l'hydrogène avant. La durée de vie de l'étoile dans cette phase-là est donc plus courte pour une étoile comme le Soleil, ça se chiffre en centaines de millions d'années. Notons aussi que pendant cette phase-là, comme le cœur devient très chaud, l'énorme pression qui est développée gonfle l'étoile. Celle-ci devient énorme. L'extérieur, lui, est beaucoup plus froid parce que plus éloigné du cœur, et l'étoile devient rouge. C'est la phase appelée géante rouge. Et donc, petit à petit, le cœur de l'étoile va former des atomes de plus en plus lourds. Et le destin final dépend de la masse de l'étoile. Si l'étoile est suffisamment lourde, suffisamment massive, typiquement au moins 8 à 10 fois la masse du Soleil, notre Soleil étant une petite étoile, à ce moment-là, le cœur continue à se contracter au fur et à mesure, devenir de plus en plus chaud, et les réactions thermonucléaires fabriquent des éléments de plus en plus lourds, jusqu'à atteindre la synthèse d'atomes de fer. Alors le fer a une particularité, c'est l'atome, ou plutôt le noyau d'atome, le plus stable de tous les noyaux possibles. Et donc, fusionner du fer ne produit pas d'énergie, ça en consomme. On arrive donc à un stade où le cœur de l'étoile ne peut plus fournir d'énergie. Et comme les phases de consommation étaient de plus en plus courtes, cette phase où le fer se forme est extrêmement rapide. Et donc, en un temps extrêmement court, les réactions thermonucléaires dans le cœur s'arrêtent. C'est même brutal. Ce qui se passe alors, c'est que les couches
comme il n'y a plus de réaction thermonucléaire, il n'y a plus d'énergie dégagée, plus de pression, et sous son poids, toutes les couches de l'étoile s'effondrent vers le cœur. Sous le choc, qui est énorme, la pression et la température deviennent telles que le fer est quand même fusionné par réaction thermonucléaire, quitte à consommer l'énergie, et forme ainsi des noyaux de plus en plus lourds jusqu'à l'uranium, et même plus haut. Ce cœur est extrêmement comprimé sous le choc, et sous le choc, et cette énergie, cette réaction thermonucléaire très intense qui se produit, il y a un dégagement intense de neutrinos, les couches de l'étoile rebondissent littéralement sur un cœur qui est quasiment incompressible, et avec le flux de neutrinos en plus, l'étoile est littéralement soufflée, elle explose. C'est le phénomène de supernova, où pendant quelques heures à quelques jours, l'étoile devient aussi lumineuse que toute une galaxie. Le cœur très dense, très comprimé, devient alors une étoile à neutrons, ou s'il est encore plus lourd, il peut carrément s'effondrer définitivement et former un trou noir. Et pour les étoiles plus légères, comme notre Soleil, eh bien pour les étoiles plus légères, là aussi, les réactions dans le centre, au cœur de l'étoile, forment des atomes de plus en plus lourds, le cœur se contracte, mais la masse de l'étoile étant insuffisante, il arrive à un stade où elle n'est plus capable de se comprimer suffisamment que pour augmenter la température et enclencher d'autres réactions thermonucléaires. À ce moment-là, les réactions thermonucléaires s'éteignent, mais beaucoup plus doucement que dans le cas des supernovas. Le cœur s'éteint petit à petit. Les énormes couches de l'étoile qui était devenue géante, rétrécissent de plus en plus jusqu'à former une étoile très dense où il n'y a pratiquement plus de réaction thermonucléaire. C'est le stade appelé naine blanche. Petite étoile presque morte qui sera le destin de notre Soleil dans quelques milliards d'années. Alors, avant d'en arriver aux naines blanches, parlons un peu du gaz d'électrons relativistes dont nous aurons besoin. On peut calculer donc la densité d'électrons, c'est des choses que nous avions vues. Dans un gaz d'électrons, c'est 2V sur H cube fois 4 tiers pi PF0 au cube. On a fait l'étude au zéro absolu. PF0, l'impulsion de Fermi, est donnée par H demi fois 3m sur pi v exposant 1 tiers. Et on définit également une grandeur qui nous sera utile, xf, qui est égale à pf0 sur mc. M étant la masse de l'électron, c la vitesse de la lumière. On trouve alors simplement H sur 2mc fois 3n pi v exposant 1 tiers. C'est cela divisé par mc tout simplement. Alors, en relativité, l'énergie d'une particule, hors énergie potentielle, l'énergie d'une particule est donnée par epsilon égale p carré, l'impulsion, fois c carré, plus m carré c4, exposant 1 demi, la racine carrée. Notons que pour une particule au repos, immobile, p égale 0, donc on obtient m carré c4, on prend la racine carrée, ça donne epsilon égale mc carré, la relation bien connue de la relativité. Alors, à la limite relativiste,
À l'inverse, quand la particule est extrêmement rapide, dans ce cas-là, son impulsion est énorme et P sur MC est très petit, très grand par rapport à 1. Et dans ce cas-là, l'énergie est environ égale à P fois C. C'est aussi ce qu'on obtient pour des photons. Leur masse étant nulle, l'énergie égale P fois C. Alors, pour XF très petit par rapport à 1, on obtient que epsilon F0 est environ égal à MC carré fois, plus H carré sur 8M fois 3N sur pi exposant 2 tiers. Et ça, c'est l'énergie de Fermi qu'on obtenait avec le gaz électron dans la statistique de Fermi-Dirac. Et donc, la différence ici, c'est qu'on rajoute l'énergie de repos, l'énergie relativiste de repos, mc carré. Donc, cette forme-là, c'est vraiment le cas de la limite classique. X, très petit par rapport à 1, signifie non relativiste. À l'inverse, quand xf, est grand par rapport à 1, dans ce cas-là, epsilon 0f est environ égal à mc carré xf. C'est la limite relativiste dans le cas des particules extrêmement rapides. On peut calculer aussi l'énergie interne, U0, qui est la somme des GI fois epsilon I pour une énergie inférieure à l'énergie de Fermi. Et après quelques calculs, on obtient, je vais vous donner la formule, 8pi V sur H cube M4C5 fois une fonction h de xf, pour être exact, qui est une fonction qui ne dépend que de xf et qui se définit avec une intégrale. Je ne vous la donne pas ici, ce n'est pas très important. On peut calculer la pression dans le gaz, qui est moins la variation de l'énergie avec le nombre de particules, avec le volume, pardon. Et on trouve une relation 8pi sur h cube M4C5 fois xf sur 2 fois h' moins h. H étant la dérivée de la fonction h précédente. Dans le cas non relativiste, xf très petit par rapport à 1, avec un développement en série de la fonction h, on trouve que P0 fois V égale 3 demi U moins MC carré fois M, le nombre de particules. Et en dehors de l'énergie propre, l'énergie relativiste, on obtient donc 3 demi U, c'est-à-dire la relation que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois, la relation classique pour un gaz non relativiste. Et pour XF très grand par rapport à 1, à nouveau un développement en série approprié, et on obtient P0 fois V est égal à U0 sur 3. Et ça, c'est une relation très habituelle en relativité. Pour un gaz de particules sans interaction, un particule de gaz relativiste, on calcule facilement que la pression, c'est la densité d'énergie divisée par 3.
Alors, revenons aux naines blanches. Alors, une naine blanche, une étoile presque morte, est composée essentiellement d'hélium. Alors, pourquoi? Parce que elle a passé un long moment à fabriquer de l'hélium et il n'a pas pu fabriquer beaucoup d'éléments plus lourds. Et pendant son stade de géante rouge, où les couches sont énormes, l'étoile est énorme, les couches sont la surface de l'étoile est très éloignée du cœur, et donc la gravité y est beaucoup plus faible. Et donc l'étoile perd facilement de l'hydrogène. Elle forme un vent solaire, extrêmement puissant. Et donc elle perd une grande partie de ses couches extérieures d'hydrogène. Et donc au final, quand l'étoile meurt, elle est constituée essentiellement d'hélium 4. Alors, la masse d'une naine blanche typique, c'est de l'ordre de la masse solaire. Bien sûr, notre Soleil donnerait une naine un peu plus légère, mais une étoile un peu plus grosse perd ses couches extérieures et elle donne une naine qui est grosso modo de la masse du Soleil. La masse du Soleil étant 2 fois 10 exposant 30 kilos. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait 2 milliards de tonnes. La densité d'une naine blanche est très grande. Elle est de l'ordre de 10 exposant 10 kilos par mètre cube. C'est environ 10 millions de fois la densité du Soleil. Donc c'est vraiment une petite étoile qui s'est comprimée très fortement. Et ça fait environ 10 tonnes par centimètre cube. Donc imaginez, une petite cuillerée de matière de naine blanche, ça pèse 10 tonnes, la masse d'un gros camion. Alors pourquoi cet état? Parce que sous la gravité, l'étoile s'est fortement comprimée, les noyaux d'hélium sont très proches les uns des autres, on n'est pas très loin de la densité de la matière nucléaire, et les électrons baignent le milieu. On parle d'un état dit de matière dégénérée. Nous allons en dire un tout petit peu plus très vite. Alors, on calcule le volume d'une naine blanche, c'est simplement la masse divisée par la densité, c'est de l'ordre de 2 fois 10 exposant 20 mètres cubes. De là, on calcule le rayon, la taille d'une naine blanche, on obtient ainsi 3600 km. Notons que c'est à peu près la taille de la Terre. La Terre a un rayon de 6000 km. Donc, une naine blanche est plus petite ou à peu près de la même taille que notre bonne vieille planète. Donc, c'est vraiment une étoile comme le Soleil qui s'est ratatinée jusqu'à atteindre la taille d'une planète. On calcule facilement le nombre d'électrons. Alors, pour un atome d'hélium, il y a 2 électrons. Et le nombre d'atomes d'hélium, c'est la masse de l'étoile divisée par la masse d'un noyau d'hélium 4 fois le nombre d'Avogadro. Et ça donne 3 fois 10 exposant 56. Donc ça fait beaucoup. Et si on divise par le volume, ça veut dire qu'on a 100 millions d'atomes par mètre cube. Ben non, beaucoup plus que ça. Si on divise par le volume, on obtient qu'on a 100 millions de fois plus d'électrons ou de noyaux que dans un métal. Donc c'est beaucoup plus dense qu'un métal. Comme je l'ai dit, 10 tonnes par centimètre cube, alors que l'eau c'est 1 kilo, c'est 1 gramme par centimètre cube. 1 gramme au lieu de 10 tonnes. Donc c'est vraiment très comprimé. À partir des formules, on calcule facilement l'impulsion de Fermi. À
partir des formules donnant l'énergie de Fermi, et on trouve que l'impulsion de Fermi vaut 4,77 fois 10 exposant moins 22. On calcule XF, il vaut 1,72. Et donc, il est plus grand que 1, nettement plus grand que 1, et donc on est dans le régime relativiste. On utilise les formules relativistes. On en tire l'énergie de Fermi, qui est de 1,02 fois 10 exposant 6 électronvolts. Donc de l'ordre d'1 million d'électronvolts. Et ça, c'est considérable. C'est considérable. Dans un métal, l'énergie de Fermi est de quelques électronvolts. Dans une naine blanche, c'est des millions d'électronvolts, à cause de cette énorme densité de matière. La température d'une naine blanche, qu'on peut mesurer simplement en observant son émission lumineuse, est de l'ordre de 10 millions de degrés. Mais kT divisé par epsilon F donne 8 fois 10 exposant moins 4. Donc un nombre très très petit. Donc l'énergie thermique est très petite par rapport à l'énergie de Fermi. Et donc on peut faire le calcul comme si on était au zéro absolu. Ça simplifie évidemment beaucoup les calculs. En même temps, c'est étonnant, hein. On a une étoile qui fait 10 millions de degrés et on peut faire le calcul comme si on était au zéro absolu. Alors, pourquoi? Parce que la matière est tellement comprimée, les atomes sont tellement les uns contre les autres, que tous les états des fermions sont occupés, et comme il y en a une quantité considérable à cause de leur densité, ça donne une énergie absolument énorme pour l'énergie de Fermi, avec tous les états occupés, et malgré cette température très élevée, il n'y a pas assez d'énergie thermique pour exciter les électrons pour qu'ils quittent le niveau de Fermi, et donc la substance se comporte comme une substance au zéro absolu. Donc ce qu'on a, c'est un gaz de noyaux pressés les uns contre les autres, avec un fluide d'électrons qui sont entassés jusqu'au niveau de Fermi. C'est ce type de matière que l'on appelle matière dégénérée. Alors, à partir des formules, on peut calculer le volume et le rayon de l'étoile en fonction du nombre n d'électrons et de XF. On peut calculer l'énergie interne. U0 égale 3 demi mc carré, donc en utilisant les relations relativistes, fois m, la masse de l'étoile, divisé par mp, c'est-à-dire la masse d'un proton, fois h sur xf carré. On peut aussi calculer l'énergie gravitationnelle, étant donné la masse de l'étoile, qui est à peu près la masse du Soleil, donc énorme, et du fait qu'elle est très comprimée, de la taille de la Terre, la gravitation y est énorme. Donc on s'attend à une énergie gravitationnelle très grande. L'énergie gravitationnelle, elle est donnée, c'est la théorie de la gravitation classique, hein, moins alpha fois g m carré sur grand R, le rayon d'étoile. Alpha, c'est une constante qui dépend de la structure de l'étoile. Elle peut être plus dense au centre, moins dense en surface. Pour une répartition uniforme de la matière dans l'étoile, alpha est égal à 3/5. En utilisant les valeurs trouvées, on calcule alors que E est égal à moins alpha fois 4G, G la constante de gravitation, masse proton au carré, pardon, ici c'est G, hein, constante de gravitation, divisé par HC, fois MC carré, fois masse de l'étoile divisé par la masse d'un proton, exposant 5 tiers, fois XF. Alors on peut se poser la question de l'équilibre.
de la naine blanche. Parce que, comme je l'ai dit, une étoile comme le Soleil, elle a des réactions thermonucléaires, et c'est la pression de ces réactions thermonucléaires qui contrebalance la gravité de l'étoile, son poids. Pour nous qui sommes sur Terre, c'est la répulsion électrostatique des électrons des atomes qui fait que l'on ne s'enfonce pas dans le sol. Et dans le cas d'une naine blanche, la matière est dégénérée, les électrons forment un bain, donc a priori ça pourrait encore se comprimer, et il n'y a plus de réaction thermonucléaire. Donc qu'est-ce qui contrebalance? Ce qui contrebalance, c'est la pression des électrons, la pression du gaz d'électrons relativistes. Et l'équilibre, il s'obtient lorsque l'énergie totale, c'est-à-dire U0 plus E, est minimale. Si on fait les calculs, donc on calcule pour quelle valeur du rayon de l'étoile on obtient ce minimum, on trouve que la valeur du rayon est de 5000 km. Alors ça, c'est plutôt bon, c'est à peu près ce que nous avions dit au départ. Une étoile naine blanche typique à 3600 km de rayon, on trouve 5000. Alors la différence, elle résulte essentiellement de alpha. Une étoile naine blanche n'est pas strictement homogène, elle est un peu plus dense au centre et un peu moins dense à l'extérieur. C'est normal puisque la gravité comprime l'intérieur de l'étoile. Et avec des valeurs plus, un modèle un peu plus réaliste de la structure interne d'une naine blanche, on retrouve les valeurs plus réalistes. Mais on trouve au moins ici le bon ordre de grandeur, 5000 km. Alors on peut faire ce calcul en faisant tendre XF vers l'infini. Et on obtient une valeur de R et de la masse qui sont finies. Au-delà, il n'y a plus de solution à la relation d'équilibre, parce que XF ne peut pas être plus grand que l'infini. Donc il y a une masse limite. Une masse limite au-delà de laquelle la naine blanche n'est plus stable. Alors cette masse limite est appelée masse de Chandrasekhar. En faisant le calcul, on trouve que c'est 1,72 fois la masse du Soleil. Alors j'ai dit que les étoiles qui donnaient des naines blanches faisaient jusqu'à 8 à 10 fois la masse du Soleil. Mais n'oublions pas, dans le phase géante rouge, elles perdent beaucoup de matière et le résultat, le cœur qui reste à la fin, la naine blanche, est nettement plus léger. Un maximum de 1,72. Alors, avec à nouveau une structure plus réaliste pour l'intérieur de l'étoile, une meilleure valeur de alpha, on trouve 1,44. Et 1,44 fois la masse du Soleil, c'est ce qui est appelé masse de Chandrasekhar. Le physicien indien qui a trouvé cette relation et cette valeur. Effectivement, quand on observe les naines blanches, on peut mesurer leur masse. Alors, pour mesurer leur masse, on ne sait pas la mesurer simplement en la regardant, mais souvent les naines blanches forment des couples avec une autre naine blanche ou avec une autre étoile du type solaire ou autre, ou même avec une géante. Et en étudiant la rotation des deux étoiles l'une autour de l'autre, on mesure ainsi la masse de la naine blanche. Et effectivement, sur les milliers et les milliers et les millions de naines blanches qu'on trouve dans notre galaxie, aucune ne dépasse cette masse de Chandrasekhar. Que se passe-t-il si la masse est plus grande? C'est le cas des supernovas, où le cœur qui se comprime à la fin est souvent plus lourd, presque toujours plus lourd qu'une naine blanche, que la masse limite, pardon. Ou bien alors, lorsqu'une naine blanche a pour compagnon une grosse étoile, une géante rouge, on va dire, la géante rouge gonfle, et la matière qui est en surface de la géante rouge se rapproche de la naine blanche, à tel point que cette matière peut être aspirée par la naine blanche. Ça peut même faire exploser la naine blanche. Mais l'accumulation de masse ainsi sur la naine blanche fait qu'elle peut dépasser la masse de Chandrasekhar. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Alors, ce qui se passe,
c'est que la pression cinétique, ici, n'est plus suffisante pour retenir le poids de l'étoile, la gravité. Elle va donc continuer à se comprimer. Et comme les électrons ne peuvent pas violer le principe de Pauli, ce qui se passe, c'est que les électrons, à ce moment-là, vont interagir avec les protons par une interaction liée à l'interaction faible, qui est le phénomène inverse de la radioactivité bêta, dont nous avons parlé, et l'électron et le proton vont fusionner et se transformer en neutrons. Donc, les protons se transforment en neutrons, et au final, il reste essentiellement des neutrons. Il se forme un autre état d'équilibre, où la force d'équilibre ici n'est pas tant dans la matière dégénérée, bien que la matière soit quasiment dégénérée, c'est plutôt l'interaction forte, l'interaction nucléaire, qui maintient alors l'équilibre de l'étoile. On a une matière encore plus lourde, plus dense, qui est un peu plus dense que la densité nucléaire, où on a une masse de plusieurs centaines de milliers de tonnes par centimètre cube. Là, c'est vraiment énorme. C'est tout un régiment de camions pour une cuillère, et qui est essentiellement formé de neutrons. Voilà, c'était une application assez intéressante des théories que nous avons vues à l'étude des étoiles que l'on observe dans l'univers. Dans la prochaine vidéo, nous terminerons notre petite balade de Fermi-Dirac en étudiant une application plus terre-à-terre, plus simple, qui est l'émission thermique d'électrons par un métal. Donc un métal qui est chauffé et qui va émettre des électrons, comme par exemple dans une diode où on chauffe le filament pour avoir émission d'électrons, comme l'avait fait Thomson en son temps. Je vous remercie.